tous. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être qu'on fasse un premier tour de table pour se présenter et surtout qu'on se redonne un petit peu l'objet de cette rencontre et vos attendus, puisqu'on a eu une première réunion ensemble, mais qui était, je dirais, un balayage assez global. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous représente le pacte pour l'embauche? Voilà, il faut peut-être qu'on se redonne un peu un cadre pour cette réunion, mais avant tout, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse se présenter, si vous le souhaitez, Michael, les uns les autres. Ouais, parfait, on peut commencer par effectivement se présenter. Alors, moi, je ne vais pas me présenter parce que tout le monde me connaît, mais Audrey ou Moufida, allez-y, si vous voulez commencer. Très bien. Après, Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Moufida Alisoudia, directrice adjointe de la direction des entreprises, de l'emploi et des partenariats économiques. C'est une direction adjointe que je viens de prendre en charge depuis tout juste 2 mois. Donc, c'est important de le préciser parce que peut-être qu'un certain nombre des sujets que vous souhaiterez évoquer aujourd'hui nécessiteront de ma part une réponse différée, ou peut-être pas, on verra. Et donc, j'ai en charge un périmètre qui s'appelle les dynamiques territoriales, qui a pour vocation de déployer au plus près des territoires, au plus près des acteurs et au plus près des citoyens, l'ensemble de nos politiques liées à l'emploi et à l'économie, et en particulier, actuellement, la coordination et le déploiement du pacte pour l'embauche, qui est un des sujets qui va certainement nous intéresser aujourd'hui. Voilà, donc je laisse à Audrey le soin de se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Audrey Austruy, je suis responsable donc, dans la direction adjointe de Moufida du service accompagnement au recrutement et au développement des compétences. J'ai en charge du coup à travers ce service surtout 3 missions principales dont le pacte pour l'embauche dont vient de parler Moufida et également le déploiement de toute l'offre de services RH aux entreprises, donc certainement l'objet de la réunion de ce matin, et également les projets, la gestion de projets type GPEC qui sont menés sur les territoires ou des GPEC dites de filière, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, j'ai une équipe de 6 chargés de mission avec des gestionnaires, donc un service de 11 personnes, avec des chargés de mission qui sont spécialisés aujourd'hui par secteur d'activité, avec chacun pour leur partie, du coup, un dispositif dont ils ont la charge aussi. Donc, on a un référent par dispositif, donc en termes d'offres RH aux entreprises. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis après, dans la présentation, si vous avez d'autres questions, bien sûr. Audrey. Vin, si tu veux te présenter. Oui, alors attends 5 secondes. Bonjour Vin, je suis président cofondateur de Kianos Biotechnologie et président de Leader Toulouse. C'est vrai que nous, dans la logique, on était en train de regarder les aides pour l'embauche qui étaient disponibles. On a été invité pour voir le lancement du pacte pour l'embauche au niveau de Toulouse. Et on a vu beaucoup de choses et ça nous a laissé avec l'envie d'en savoir beaucoup plus. Bien. Merci Vin. Alexandre. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Alexandre Coulet, je suis donc le gérant d'une société qui s'appelle S-Group. Nous, on travaille en fait dans le monde de l'événementiel, du spectacle. On fournit du matériel en fait. On est des techniciens pour tout ce qui est télé, tournée d'artistes et cinéma. Et je suis aussi le président de Leader Alès. Donc, on a des gros sujets aujourd'hui dans notre secteur d'activité professionnelle. Notamment sur le recrutement et les années à venir vont être assez terribles parce qu'on a des grosses croissances dans ce secteur-là. Et on commence à être déjà à flux tendu. On n'est que fin juin, donc je suis assez inquiet, nous, sur les mois à venir. Merci Alexandre. Merci. Odile. Alors, oui, bonjour à tous. Donc, Odile Valade. Moi, je suis avec Frédéric. On est sur 2 sociétés. Une menuiserie où on a une quinzaine de salariés. Donc là, c'est pareil. Les problèmes de recrutement sont assez importants. Et puis une autre société, une start-up en démarrage, Anirox, qui est sur un paravent de radioprotection innovant. Voilà, mobile. Donc nous, notre souci, c'est de trouver des postes clés. Donc j'ai participé à la réunion là sur les VTE. Donc c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Je voudrais avoir un petit peu le panel de tout ce qu'il existe en matière d'aide sur le recrutement. Voilà.
Odile. Jean-François? Oui, alors Jean-François Bloch, donc je suis le dirigeant d'une société à Nîmes qui s'appelle Starting Block. On fait de la stratégie de propriété industrielle et on développe des solutions SaaS un peu aussi dans le domaine. Et alors on est en plein recrutement, donc le sujet m'intéresse vraiment immédiatement. Et voilà, et donc on a des candidats, un certain nombre de candidats avec la difficulté de les faire venir dans la région. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Aussi, les méthodes de travail qui changent, parce que le télétravail devient quasi obligatoire, enfin, par la demande d'un certain nombre de personnes. Et puis après, l'autre problème qui est très gênant pour nous en termes d'emploi, de recrutement, dans des petites sociétés comme les nôtres, c'est le déséquilibre entre les salaires qu'on a actuellement et les salaires que demandent les nouvelles personnes. Et ça, c'est quelque chose, enfin, je sais pas, peut-être que d'autres gens ont la même expérience. Donc, il y a peut-être des idées à creuser, mais voilà, on ne peut pas déséquilibrer une société, enfin, c'est très, très compliqué. Voilà. Et alors après, le dernier point, c'est sur le maquis des différentes aides et autres, qui est d'une complexité avec plein de guichets. Et voilà, on s'est renseigné et honnêtement, je n'arrive pas à savoir si on a le droit à quelque chose, à rien du tout, si ça vaut le coup, enfin bon. Voilà. D'où l'intérêt de la réunion. Très bien. Merci Jean-François. Anne, si tu es avec nous, et tu peux... Ouais. Oui, bonjour. Alors, j'ai activé ma caméra, mais elle ne veut pas se mettre, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment vous avez fait. Elle a pas l'air d'avoir envie, ouais. Non, ça y est. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Du coup, Anne Bonzon, je suis directrice générale de la société ELA Innovation. C'est une société qu'on a créée avec mon mari à 22 ans déjà. Nous sommes concepteurs, fabricants de tags, capteurs sans fil pour l'IoT, donc avec des applications qui peuvent être très, très variées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, nous, on est en pleine croissance également et on a des grosses difficultés. J'ai des grosses difficultés de recrutement. Puis, j'ai aussi des difficultés par rapport au contexte pour les ingénieurs développeurs où là, on se fait débaucher des personnes. C'est un peu, là, sur Montpellier, c'est très tendu. Donc, c'est un peu difficile à la fois de recruter et de vivre ça. Donc, c'est vrai que je suis vraiment à l'écoute et je remercie donc qu'il y ait des possibilités d'aide. Donc, je ne les connais pas tout de suite, mais déjà, c'est bien voilà, d'avoir des choses et du soutien. Déjà, c'est un soutien, ça va dans le bon sens. Super. Merci Anne. Du coup, Moufida ou Audrey, je pense si on peut rebalayer un peu les aides destinées vraiment aux TPE, PME du pacte, ça, je pense qu'on peut commencer par là et comme ça, après, ça ramènera d'autres questions, j'imagine, ou d'autres échanges. Tout à fait. Alors peut-être un premier élément, est-ce que toutes les personnes qui sont autour de la table virtuelle ont besoin peut-être d'un éclairage sur le pacte et qu'on vous donne un peu le contexte général? Oui, hein, je vois. Donc, on va vous présenter tout d'abord le pacte Occitanie, le pacte pour l'embauche. Donc, Michael, vous le connaissez parce que vous avez assisté à un certain nombre de réunions, mais voilà, je pense que c'est important de le repréciser. Ensuite, dans vos propos, j'entends 3 grandes problématiques qui vont peut-être faire l'objet de nos échanges. Tout d'abord, les problématiques liées au recrutement et au risque de concurrence. Vous venez de l'évoquer, Anne. J'ai entendu également parler de problématiques liées plutôt à la levée des freins, au déplacement, la mobilité peut-être de vos futurs candidats ou de candidats que vous avez actuellement. Et ensuite, vous avez évoqué aussi peut-être les difficultés à avoir une lecture suffisante des aides existantes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord de vous présenter le pacte pour l'embauche, pourquoi, comment il s'illustre, comment il s'articule. Et ensuite, si vous le souhaitez, on pourra zoomer sur ces 3 volets, mais bien entendu, au fur et à mesure de nos échanges, on pourra développer un sujet ou un autre que je n'ai pas cité là. Ça vous va comme ça? J'ai également noté à l'agenda que nous avions jusqu'à midi. Est-ce que ça vous paraît OK? Tout le monde est sur cet horaire-là? Oui. On va faire là-dessus.
Voilà, pour nous, ça sera le maximum. En général, on fait 1 heure, mais là, je pense que vu la diversité des sujets que vous souhaitez évoquer, je pense que le temps là sera nécessaire. Alors, je vais quand même vous partager un support qui va appuyer ma présentation. Vous allez me dire si vous le voyez. C'est bon ? Vous le voyez ? Oui. Très bien. Donc, peut-être vous présenter effectivement très rapidement qu'est-ce que le pacte pour l'embauche, dans quel contexte il s'inscrit. Hein. Donc, vous l'avez un peu cité hein, dans vos propos. On est dans un contexte social et économique hein, qui est particulièrement sensible aujourd'hui. On traverse une période de crise, post-crise sanitaire, une crise liée à l'inflation, une crise économique, une crise aussi liée à la guerre en Ukraine. Et donc, on s'aperçoit effectivement que les entreprises, les jeunes, les demandeurs d'emploi, les salariés aussi en reconversion ont besoin plus que jamais de solutions avec un mot-clé, des solutions qui soient vraiment opérationnelles, accessibles pour recruter et aussi pour vous, hein, recruter et pour les publics accéder à l'emploi. Et donc, dans ce contexte-là, qui également, je l'ai indiqué, hein, s'inscrit dans un contexte de forte incertitude économique, j'ai parlé de la crise sanitaire déjà et de la guerre en Ukraine, on a aussi en Occitanie une situation économique qui est très paradoxale, c'est-à-dire qu'à la fois, on sent une forte reprise, avec un nombre d'entreprises qui peinent à pourvoir les emplois vacants, hein, vous l'avez évoqué, et c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et je dirais qu'aujourd'hui, quasiment 100% de nos échanges avec les entreprises concernent les problématiques de recrutement. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est fortement partagé. Mais en même temps, on voit, malgré cette reprise et malgré ce souhait de recrutement qu'ont les entreprises, eh bien, elles ont aussi des difficultés à pourvoir les postes vacants. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu effectivement créer ce pacte pour l'embauche. Alors, 2 priorités hein, souhaitées par la présidente de région et par les élus, en particulier le vice-président, M. Benabila, c'est effectivement d'accompagner l'emploi, l'accompagner pour que ce soit un emploi de qualité, mais aussi accompagner la souveraineté économique avec effectivement le souhait hein, de réinstaller sur notre territoire des activités industrielles à forte valeur. Donc, la stratégie pour la région, elle repose sur 2 axes. Tout d'abord, on souhaite vraiment répondre le plus vite possible à l'enjeu immédiat des métiers en tension, donc pour accompagner le recrutement. On veut aussi, avec le pacte vert, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, qui a été voté en fin d'année 2021, accompagner la transition écologique et climatique afin eh bien, d'adapter les compétences aux défis de demain. Alors évidemment, au niveau de la région, on essaie de mettre tout cela en cohérence avec le livre blanc des régions, puisqu'on souhaite que l'échelon régional devienne l'acteur de référence pour accompagner les évolutions professionnelles et le retour à l'emploi. Ça, c'est un échange, un débat que nous avons avec l'État, bien sûr. Et on a également un autre enjeu, c'est d'articuler notre dispositif avec le plan national de réduction des tensions de recrutement, puisque l'enjeu également, c'est de faire en sorte que les différents plans, que ce soit des plans nationaux ou que ce soit des plans régionaux, eh bien, ils s'articulent entre eux pour se compléter plutôt que de se concurrencer. Et donc, notre pacte s'adresse aussi bien aux demandeurs et repreneurs d'emploi qu'aux jeunes, aux salariés ou aux entreprises. Alors, le pacte pour l'embauche, peut-être quelques éléments de principe et la philosophie de ce pacte. Ce qui est important de préciser, c'est que le souhait de la présidente, c'est de faire de ce pacte pour l'embauche vraiment un outil de mobilisation générale avec de nombreux acteurs qui se mettent autour de la région, qu'ils soient publics ou privés. Donc, vous verrez qu'on a vraiment un partenariat très étroit public-privé dans ce document, dans cet engagement-là, afin d'apporter des solutions hein, très opérationnelles. Il s'illustre par un document de principe commun qui a établi la liste de tous les outils qui existent et qui seront mis à disposition des demandeurs d'emploi, des entreprises, globalement du vivier hein, qui est concerné par ce pacte pour l'embauche, et notamment pour également réduire les freins. Ce pacte, c'est aussi des mesures opérationnelles, concrètes. On souhaite que ce soit aussi très lisible. Et également, c'est un engagement dans la durée. Donc,
Ça, on le précise souvent parce qu'on a des partenaires, effectivement, qui commencent à entendre parler de la puissance de ce pacte et qui souhaitent s'investir. Donc, en effet, c'est toujours possible puisqu'on s'inscrit sur un temps long. Le but de ce pacte, c'est avant tout de lever les freins. Lever les freins à l'embauche, vous en avez parlé, mais aussi répondre aux besoins des entreprises. Ce pacte, il a pour but aussi de proposer aux demandeurs d'emploi des solutions concrètes qui vont leur permettre de se diriger vers les métiers en tension, quels que soient les territoires, que ce soit en territoire rural, que ce soit dans les métropoles, globalement sur l'ensemble de notre territoire Occitanie. Et pour cela, on souhaite s'appuyer sur ce que la présidente a appelé un deal entre les entreprises et l'action publique, en se répartissant les rôles. Il y a une part qui relève de l'action publique, mais il y a aussi une part qui relève des acteurs privés, des entreprises et du vivier économique de notre territoire. Et donc, il y a une volonté forte, et ça a été précisé à de nombreuses reprises par notre vice-président Ben Abdillah, c'est vraiment de faire en sorte que les partenaires, quels qu'ils soient, entreprises, demandeurs d'emploi ou salariés, aient bien à l'esprit que la région ne peut pas tout faire et elle ne peut pas tout faire toute seule. Donc, il y a vraiment une volonté d'embarquer dans cette dynamique tous les partenaires qui peuvent apporter des solutions. Et vous verrez, quand on vous présentera les actions, que toutes les actions ne sont pas des actions proposées et portées uniquement par la région. Donc, on souhaite s'appuyer sur ce deal. On souhaite aussi décliner localement les actions pour montrer ce qui est possible, valoriser sur le plan local des bonnes pratiques, des actions qui sont portées par les partenaires, montrer comment on peut soutenir aussi les acteurs locaux. On souhaite également mettre en place des instances locales, puisque en Occitanie, on croit dans le fait d'être au plus près des territoires. Vous savez qu'on est la deuxième plus vaste région de France et qu'il y a une volonté forte de la présidente d'avoir une politique au plus près des publics. C'est pour ça qu'on a déployé des maisons de région sur nos départements. C'est pour ça qu'on a des équipes au sein de mon périmètre, dans mes équipes justement, qui sont présents physiquement sur les territoires pour être au plus près des besoins. Et donc, on va décliner sur le plan local avec les partenaires des instances pour suivre ce pacte et pour faire en sorte que les actions qui ont été prévues soient mises en place vraiment et de manière opérationnelle. On souhaite également que ce dispositif soit accessible à tous. C'est pour cela qu'on a donné accès à un numéro vert contact. C'est pour cela aussi qu'on a créé tout récemment une adresse mail générique pour vous permettre, vous, partenaires, entreprises, de nous adresser directement vos projets pour les inscrire au sein de ce pacte. Et enfin, on a aussi pour ambition de faire en sorte que les offres d'emploi existantes soient boostées par la dimension pacte Pôle embauche. Et donc, pour ce faire, on travaille avec Pôle emploi afin que les offres d'emploi qui répondent et qui s'inscrivent dans ce pacte Pôle embauche soient taguées, entre guillemets, pacte Pôle embauche, et ainsi permettre aux demandeurs d'emploi ou aux salariés en reconversion de voir s'offrir à eux un panel de solutions pour accéder à cet emploi. Alors maintenant, peut-être plus précisément, ce pacte, vous avez entendu parler dans mes propos de lever des freins, et donc on a identifié 3 types de freins qui nous semblent vraiment importants et pour lesquels il nous faut apporter des solutions. Tout d'abord, on a identifié des freins qui sont internes à l'entreprise, c'est-à-dire les salaires, la qualité de vie au travail, la formation dans l'entreprise, l'image de certains métiers. Tout cela peut créer des freins internes à l'entreprise. Vous avez parlé, Monsieur Bloch, j'espère que je ne déforme pas votre nom. Non, vous êtes… C'est bien ça. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de salaire, de différence de salaire, et donc forcément, cela vous contraint, cela vous pose des problématiques internes à l'entreprise. Et donc voilà, c'est de cela dont on parle en effet dans ce premier niveau de frein. Là, effectivement, on cherche à apporter des solutions et on accompagne les entreprises pour aller plus loin. Deuxième frein que l'on souhaite, pour lequel on souhaite apporter des solutions, c'est les freins externes. Là, on pense à toutes les problématiques d'accès à l'emploi, c'est-à-dire les problématiques de logement, les logements pour les saisonniers, par exemple. Vous savez que à l'heure actuelle, c'est un des enjeux forts sur une région. On est la deuxième région qui a le plus d'hébergements touristiques après la Corse. On est la deuxième région où l'hôtellerie-restauration est une activité majeure. Et donc, effectivement, par exemple, pour la question des saisonniers, on a un sujet lié au logement qui se pose, mais pas que. Donc, on a des freins externes tels que le logement, tels que aussi la mobilité.
pour accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés à accéder à un emploi. Il faut qu'on lève la problématique liée à la mobilité. Donc, on a des solutions dans ce pacte qui sont proposées. On sait aussi qu'on a des problématiques, par exemple, d'aide à la garde d'enfants, de pouvoir d'achat, de formation, de qualification, de problématiques liées au handicap, à l'accès au numérique, etc. Et donc, pour cela, le pacte prévoit des mesures afin de lever ces freins-là. Vous verrez, on a certaines mesures emblématiques, comme l'aide à la garde d'enfants ou la mobilité, qui sont des mesures récentes inscrites au sein de ce pacte pour l'embauche. Et enfin, on a un troisième frein qui est absolument nécessaire à solutionner, c'est le frein dans le parcours. On s'aperçoit qu'on a aussi des publics qui n'accèdent pas à l'emploi par manque de confiance en eux, par difficulté à se projeter, par difficulté à avoir la bonne posture, les bonnes attitudes, les bons savoir-être. Et donc, pour cela, eh bien, on souhaite aussi mettre en place des actions dans ce pacte. Donc, vous voyez, on va vraiment très loin dans les solutions qui sont apportées. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, nos collègues et le cabinet de la présidente ont une réunion avec Chance qui s'est positionnée au sein de ce pacte et qui propose des coachings pour accompagner des publics justement dans ces problématiques de confiance en soi. Donc, on est sur du coaching individuel de personnes éloignées dans l'emploi, d'accompagnement de jeunes diplômés en s'appuyant sur l'APEC, en s'appuyant sur Pôle emploi, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment ces trois types de freins-là que l'on souhaite lever quand on parle de ce pacte pour l'embauche. Donc voilà, parmi les solutions qui sont proposées, les 15 solutions phares, je dirais, vous voyez sur le volet accompagner les habitants d'Occitanie en recherche ou en reprise d'emploi, on a un certain nombre d'actions, le prêt de véhicules, l'aide à la garde d'enfants. Pour lever les freins dans le parcours, sur la confiance en soi, on a dans ce pacte pour l'embauche les 1000 coachings dont je viens de vous parler. On a, concernant l'accompagnement des entreprises d'Occitanie, on va créer un pacte recrutement TPE. On souhaite également proposer la découverte de métiers en situation de travail, un certain nombre d'actions comme celle-ci qui sont importantes. Alors, j'ai la lumière de mon bureau qui s'éteint, je ne dois pas bouger assez. Voilà. Donc, je ne fais pas ma gym, mais je suis obligée de m'agiter un peu pour que ça se rallume. Alors, je ne vais pas zoomer tout de suite sur, voilà, dans notre support, en général, on montre quelques actions emblématiques, la garde d'enfants ou bien le revenu écologique jeune. Je ne vais pas m'y attarder parce que je pense qu'on a peut-être certaines actions en particulier qui vont vous intéresser. Donc là, à ce stade-là, avant de laisser peut-être la parole à Audrey pour vous présenter des actions qui nous semblent en tout cas être en lien avec vos attentes, à ce stade-là, est-ce que vous avez des réponses, des questions, ou des souhaits de précision auxquels on pourrait tenter de répondre? Sinon, je laisse la main à Audrey. Alors, je regarde si je vois des manifestations. A priori, c'est bon. A priori, c'est bon. Très bien. Audrey, je te laisse la main. Est-ce que tu souhaites que je garde le support à l'écran ou tu as… Alors moi, je n'ai pas de support. Non, je peux juste détailler certaines actions du coup, que tu as présentées, Moufida. Donc du coup, dans les problématiques qui se posent à votre niveau, on serait plutôt sur la levée des freins internes à l'entreprise, là, sur les difficultés de recrutement. Si on cible vraiment sur les actions qui sont portées par des partenaires dans le cadre du pacte pour l'embauche, et après je pourrais peut-être extrapoler avec ce qui existe déjà au niveau de la région. Là, dans le cadre du pacte pour l'embauche, on a des partenaires donc, comme l'U2P avec la CAPEB qui propose… Alors, après, je n'ai pas retenu tous vos secteurs d'intervention. Donc là, c'est une intervention du coup de l'Union des entreprises de proximité avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment qui propose là un pacte recrutement TPE, PME avec l'idée du coup d'accompagner les entreprises dans la rédaction de leur offre d'emploi. Et la même action est déclinée par la CPME. Donc là, on est vraiment du coup sur la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc là, on est plutôt sur tout secteur. Donc, ces deux partenaires vont proposer vraiment une aide directe aux entreprises pour mettre en valeur leur marque employeur, valoriser leur image à travers des offres d'emploi, en partant du principe que c'est peut-être déjà à ce niveau-là où il y a quelque chose à faire pour attirer déjà des candidats dans les structures. Donc, on a ces deux types d'actions-là qui peuvent être cités. Donc là, on est sur un accompagnement vraiment de ces porteurs de projets auprès des entreprises. Donc, il faut les solliciter directement, finalement. Nous, on fait le relais, on valorise après ces actions-là.
Mais ensuite, c'est aux entreprises, du coup, une fois qu'elles ont l'information, de se rapprocher du porteur. On a également l'ARACT. Quelqu'un intervient? J'ai pas l'impression, non. Non, j'ai entendu quelqu'un qui parle. Audrey, je t'interromps tout de même. Est-ce qu'il vaut mieux que j'enlève le partage? Parce que je pense que les actions que tu présentes, elles ne sont pas forcément dans cet ordre-là. Donc, je quitte le partage, on se verra mieux. Et voilà, je te laisse poursuivre, Audrey. Merci. Merci. Ensuite, on a une autre, j'ai entendu parler effectivement d'attractivité de l'entreprise en elle-même. Alors, on a l'ARACT, vous devez connaître, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui propose d'expérimenter un autodiagnostic de l'entreprise sur ses conditions de travail. Donc, du coup, en partant vraiment de critères plutôt larges pour pouvoir analyser tout ce que l'entreprise peut offrir à ses salariés, donc les salariés actuels pour la fidélisation, mais également avoir aussi une représentation de son attractivité pour des salariés futurs. Donc, ça permet aussi de jauger un petit peu, du coup, à quel niveau l'entreprise se situe et potentiellement, du coup, de pouvoir améliorer certains aspects quand on sait que ceux-là sont vraiment très importants aujourd'hui par rapport à l'attractivité, notamment des jeunes générations qui vont vraiment regarder aujourd'hui les conditions de travail, en plus du sens qui est donné par l'entreprise et autres. Donc, l'ARACT mène un travail vraiment là aujourd'hui complètement innovant qu'on soutient dans le cadre du pacte Pôle embauche. Sur un outil qui aujourd'hui pas existant. On est en train de travailler justement avec eux puisque ça s'est vraiment monté à partir de mars dans le cadre du pacte. Et donc, on est en train de monter avec eux l'outil qui pourra être utilisé, qui sera rendu du coup accessible à tout type d'entreprise. Donc là, on essaie de trouver quel sera le meilleur site d'hébergement, soit celui de l'ARACT, soit celui d'un site Occitanie de la région. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose auquel vous pourriez avoir accès. Ne serait-ce que pour avoir une représentation du coup de votre niveau d'attractivité et de conditions de travail. Après, je regarde les différentes actions qui ont été proposées. Oui, pardon. Du coup, l'ARACT, c'est pas encore, on ne sait pas encore quand ça va démarrer. Oui, effectivement, là aujourd'hui, on prévoit plutôt sur le dernier trimestre de l'année, parce qu'on est en train de travailler avec eux sur vraiment. L'outil existe, enfin l'outil, le fonds existe. Il s'agit maintenant de savoir quel outil va porter cet autodiagnostic et surtout quel site va l'héberger pour pouvoir le rendre ensuite accessible à toutes les entreprises. Donc, il y aura une communication qui sera faite au moment où ça sera opérationnel, bien sûr. C'est vrai que moi, je suis en plein questionnement par rapport à ça. À la fois, pour nos ingénieurs, on a dû revaloriser considérablement les salaires parce qu'avec le télétravail, on est même en concurrence avec des candidats qui sont basés ici et qui sont en full télétravail à Paris avec des salaires parisiens. On a, comme c'est tendu, on a des cabinets. Moi, j'ai un cabinet qui m'a débauché quelqu'un qui part à la concurrence et je vois par rapport à l'annonce et le salaire où il est payé, finalement, c'est beaucoup plus. Le cabinet l'a bien vendu et puis l'entreprise en avait besoin à un moment donné. Elle a mis 4 000 € de plus pour l'avoir. Et puis le cabinet, après, une semaine après, me contacte pour me proposer ses services. C'est un peu fou en ce moment quand même. Il faut en avoir conscience dans certains métiers et d'autres, il n'y a pas de souci. Si je mets une annonce, là, j'ai cherché un administrateur des ventes, là, je n'ai pas eu de souci et j'ai recruté un super candidat. Mais c'est vrai que ce n'est pas égal selon les postes. Là, j'ai vu donc moi, je me mets beaucoup en question au niveau RSE, etc., pour nous améliorer sur les salaires. Mais c'est vrai que ce dispositif pourrait être super. Seulement, j'en aurais besoin tout de suite. Il va falloir être un peu patient. Voilà. Et ça saurait tarder. Vraiment, on a quand même un outil qui pourrait être rapidement opérationnel. On ne prendra pas un an. Parce que on se pose des questions. On se dit, est-ce que qu'est-ce que je peux améliorer pour éviter et favoriser la marque employeur. Donc, surtout pour une petite entreprise, en fait, c'est difficile par rapport aux groupes qui ont beaucoup plus d'avantages. Donc, c'est bien la cible, la cible effectivement même du pacte, c'est surtout d'aider les TPE, PME, bien entendu, effectivement. Et on connaît la concurrence qui est féroce, notamment avec des gros groupes, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé donc, par l'ARACT. Ensuite, si on reste aussi sur la thématique attractivité, valorisation des métiers, on a un certain nombre de partenaires qui ont proposé aussi de pouvoir mener des actions d'information, ne serait-ce que d'information sur les métiers,
Donc là, on a plusieurs partenaires qui sont mobilisés. Alors, comme des OPCO, surtout, voilà, ce sont des OPCO ou la chambre des métiers et de l'artisanat de la région qui permettent, ou l'OPCO commerce, voilà, l'OPCO commerce, la chambre régionale d'agriculture dans le bâtiment et la CRMA, du coup, vont proposer d'aider les entreprises, du coup, à mieux valoriser leur métier, à les faire connaître à travers des actions, du coup, de sensibilisation, alors, soit menées auprès de personnes, de scolaires, également auprès de salariés en reconversion. Donc, ça peut être fait dans des sites aussi régionaux, puisqu'on peut mettre à disposition, du coup, les sites de la région qui peuvent proposer ce type d'informations. Donc là, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir aussi mobiliser les entreprises qui auraient besoin de faire connaître leur métier pour pouvoir après attirer des candidats potentiels. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être menées directement, alors plutôt avec les OPCO. Donc en fonction de votre OPCO aussi de référence, vous pourriez être amené aussi à participer à ce type d'événement, parce qu'on a quand même pas mal d'OPCO qui participent du coup à ces actions d'information sur les métiers. Ça aussi, il faut le savoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà en lien avec vos OPCO pour ce type de... D'accord, ça peut être intéressant aussi de pouvoir avoir ce levier-là d'activer. Et ensuite, donc après, on sera sur des actions qui sont menées par le MEDEF aussi. On a un dispositif qui s'appelle dispositif mode d'emploi. Alors ça, je vous en parle aussi, parce que du coup, j'ai entendu parler du maquis en termes d'aide aux entreprises. Le dispositif mode d'emploi, il a pour objectif justement d'accompagner des entreprises à mieux s'orienter dans toutes les aides possibles en fonction de leurs problématiques. Donc là, c'est le MEDEF qui est le contact premier, du coup, toujours pareil, on fait le relais, mais il faut aller contacter directement les partenaires. Donc là, l'objectif, c'est qu'on a donné toutes les informations au MEDEF sur les aides existantes pour les entreprises. Et le MEDEF, voilà, comme son nom l'indique, mode d'emploi est censé donner vraiment les clés pour l'entreprise pour mieux se repérer dans les différentes aides existantes. Alors, je parle de la région, mais il y a également l'intervention de l'État dans ce dispositif. Donc, c'est aussi informer sur ce qui existe, ce qui est proposé par l'État et autres institutions dans ce domaine-là, d'aide aux entreprises. Alors, je ne sais pas si vous en aviez connaissance déjà de ce dispositif, parce qu'on l'a valorisé au pacte, mais il est déjà existant. Ça fait depuis 1 an déjà qu'on le soutient. Il a été encore plus mis en avant dans le cadre du pacte. Mais il faut aller sur le site du MEDEF, alors. Oui, alors là, c'est vraiment le MEDEF qui est directement le contact. Je regarde si j'ai une personne en particulier. Non, je n'ai pas le nom d'un contact, mais oui, en tout cas, en contactant le MEDEF, votre interlocuteur local, on pourrait vous accompagner. Oui, mais sauf qu'on n'a pas d'interlocuteur, on n'est pas obligé d'être adhérent du MEDEF. Ah oui, alors là, effectivement, c'est ça. Là, oui, non, mais il y a d'autres, enfin, nous, on n'est adhérent à aucun syndicat patronal, mais il y en a plusieurs qui existent selon les endroits. Je veux dire, là, on est adhérent à Leader, justement, qui est neutre. Oui. Oui, c'est un des... Oui, alors ça, c'est quand les partenaires nous ont proposé effectivement leur action, oui, aujourd'hui, ça reste dans le cadre des entreprises qui adhèrent ou qui sont... Oui, donc on peut pas être... Justement, enfin, je pense que c'est l'intérêt de la réunion aujourd'hui avec Leader. Leader ne demande pas à quel syndicat on adhère pour être adhérent de Leader. Je comprends. Voilà, cette action-là en particulier, mais bon, du coup, il peut y en avoir d'autres. Je crois que je n'ai pas lié celle qui était inscrite au pacte, en tout cas. Après, on est sur les métiers de... oui, celles qui sont inscrites au pacte, en tout cas, voilà, c'est à peu près ça qui va être proposé. Donc, encore une fois, voilà, surtout sur les conditions de travail, l'aide aux TPE, PME sur la rédaction des offres d'emploi ou autres, et encore une fois, l'information sur les métiers. En dehors de ça, du coup, c'est des choses que je peux vous présenter, mais qui n'ont pas été valorisées dans le cadre du pacte, et qui sont importantes à connaître, parce que du coup, la région dispose déjà depuis 2018 d'un pacte vraiment d'offres RH aux entreprises en matière de développement des compétences, d'accompagnement au recrutement, de structuration RH. Donc, on est sur ces 3 volets-là. Sur le volet accompagnement et recrutement, la région peut, du coup, donc quelle que soit la TPE, PME et son rattachement ou autre, peut accompagner l'entreprise dans la mobilisation d'un cabinet de recrutement du moment où les postes vont être jugés pénuriques ou alors pénuriques sur le profil lui-même, parce que on sait que c'est un profil qui est très recherché et dont on a peu de personnes formées sur le territoire. Mais ça peut être aussi le fait qu'un poste soit pénurique, enfin, en tout cas qu'on ait du mal à trouver le bon profil parce que c'est le territoire lui-même qui n'est pas attractif ou qui manque de profil. Donc à ce moment-là, voilà, si ces conditions sont réunies en lien avec Pôle emploi et l'APEC pour vérifier que des profils ne sont pas existants par ailleurs,
on peut de coup cofinancer, donc on est sur un cofinancement d'un cabinet de recrutement qui va aider l'entreprise. Donc, on finance à 50% le cabinet de recrutement que l'entreprise aurait elle-même choisi, puisque ça dépend de l'entreprise. Et on peut du coup aller sur la mobilisation d'un cabinet de recrutement au choix de l'entreprise pour trouver le profil adapté. Voilà, donc ça, c'est une des actions région sur cette partie-là. Quand vous dites, pardon, je m'excuse de vous déranger, quand vous dites mobilisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez sous le terme mobilisation? Alors, c'est vous qui recherchez le cabinet de recrutement et du coup, c'est vous qui mobilisez un cabinet de recrutement par rapport à un profil de poste, à une recherche qui aujourd'hui est compliquée parce que vous avez, en ayant déjà sollicité les services publics de l'emploi, à Pôle emploi et la PET, c'est ce qu'on vérifiera au préalable. Et à ce moment-là, du coup, nous, on vient cofinancer, donc à partir du devis que vous auriez eu, à 50% la prestation. Voilà. Et ça démarre quand? Ça, par contre, c'est déjà existant. Voilà, c'est au-delà du pacte. Donc, et depuis quand? Depuis 2018, ça existe. Ça a été voté fin 2018. Donc, c'est Madame Valade qui pose la question. Oui, excusez-moi. Michael, c'est bizarre pourquoi Randstad ne l'a pas proposé, notre partenaire, parce que nous, on a demandé justement à bénéficier d'un cabinet de recrutement passant par Randstad. Il n'a jamais, on a entendu parler qu'il existait cette aide. Alors, Randstad, je les avais rencontrés. Il faut que la structure ait qu'on appelle ça, un enregistrement en tant que cabinet RH recrutement. Et je crois que Randstad, ils sont plutôt sous agence intérim et ils ne sont pas éligibles à la prestation du coup. Sauf leur filiale ou leur… recherche. Voilà, recherche, exactement. Celle-ci pourrait être éligible, mais le reste de leur activité ne l'était pas. Donc, selon comment on nous présente, on a déjà eu des dossiers présentés par Randstad et lorsque ce n'est pas sur la filiale recherche, là, qui est vraiment la partie chasseur de tête de Randstad, on ne pouvait pas cofinancer la prestation. C'est une petite subtilité à savoir. Où est-ce qu'on peut avoir des informations parce que là, moi, pareil, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'allais vous proposer de vous envoyer la plaquette à l'issue de cette présentation, parce que j'imagine que là, en plus, en vous donnant oralement, ce n'est pas forcément facile. Oui, voilà. Où est-ce qu'il y a un lien sur un site pour retrouver ces informations? Parce que c'est une aide précieuse. Là, aujourd'hui, les cabinets, pour les postes compliqués, ils prennent des gros pourcentages et c'est onéreux pour les entreprises. Et moi, pareil, là, je suis en difficulté sur un poste pénurique et j'ai missionné 2 cabinets. Personne ne m'en a parlé. Moi-même, je ne connaissais pas. Oui, bien sûr. Donc, je peux tout à fait vous envoyer la plaquette parce que ça peut être mobilisé dès maintenant. Hein. Voilà, et on voit quels cabinets sont éligibles ou quels critères ou comment… Alors, comme je vous disais, le seul critère, c'est que le cabinet doit être enregistré comme cabinet RH au moment de son inscription auprès de l'adresse. Mais bon, grosso modo, si vous avez des cabinets de recrutement, s'ils font ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Et ensuite, il n'y a pas d'autres critères d'éligibilité puisque on n'a pas de cabinet référencé nous-mêmes. Donc, on laisse vraiment l'entreprise choisir le cabinet puisque voilà, on imagine qu'elle a fait aussi ce choix-là, soit par spécificité de son secteur, soit par relation de confiance qu'elle peut avoir. Donc, voilà, il n'y a pas d'autres critères. Par exemple, le cabinet Hayes aussi, moi j'ai missionné justement Randstad, mais c'est vrai qu'on s'y perd un peu avec Randstad, ils ont pas mal d'entités. Et après, j'ai missionné aussi le cabinet Hayes, ils sont aussi référencés ou pas chez vous? Il faudrait le vérifier, je ne les connais pas précisément. Ils ont aussi une activité d'agence d'intérim, c'est pas que vous posez la question? Bon, alors je ne vois pas pourquoi ils ne le sauraient pas, mais bon, il suffit de vérifier. Je peux faire la vérification. C'est que des cabinets régionaux ou c'est des cabinets nationaux? Non, ça peut être tout type effectivement de cabinet. Parce que aujourd'hui, nous, on vient cofinancer l'entreprise. Hein, donc, il faut que l'entreprise ait son… Et le site, voilà, le site soit Occitanie, mais le cabinet lui-même, il peut être… Il faut faire une demande en amont. Pardon. Il y a les 2 questions en même temps. Oui, je disais, il faut faire une demande en amont avant, sur le site de la région avant de faire une recherche avec les entreprises de recrutement, je suppose. Alors, la demande, effectivement, elle doit faire l'objet d'un dépôt de dossier de demande de subvention, effectivement. Donc, il faut quand même que pour faire la demande de subvention, il faut quand même que votre prestation, vous la connaissiez. Donc, la démarche doit être faite en amont, parce qu'il faut que vous connaissiez le coût, etc. Et ensuite, vous déposez la demande. Alors après, on a des délais forcément de traitement, puisque c'est une subvention et que ça passe au vote de nos élus. Donc, on a des délais en termes de passage devant les commissions un peu longs. Mais sachez que c'est la date de dépôt de votre demande qui fait courir la prise en charge des dépenses. Donc, ça veut dire que même si on passe au vote des élus 3 mois après, par exemple,
il y aura une prise en charge rétroactive des frais si vous souhaitez, par exemple, débuter la prestation au plus tôt, mais que nous, on ne pourra pas vous garantir du coup un vote des élus avant 2 ou 3 mois. Ça permet du coup d'activer la prestation. Alors bon, effectivement, avec la crainte qu'il peut y avoir que ce ne soit pas voté, mais si on vous donne toutes les garanties au moment du dépôt que ça sera accepté, bon, il y a quand même de fortes chances que le vote des élus suive. Mais sachez, voilà. Alors moi, j'ai une mauvaise expérience là-dessus. Vous n'y êtes pour rien, mais voilà, je préfère prévenir. Oui, c'est pour ça que je le dis. Hein, c'est pas. On fait en sorte, surtout au TPE-PME, on sait que bon, il y a besoin de réactivité, donc on fait en sorte d'avoir tous les feux verts en termes d'arbitrage pour pouvoir dire bon, la demande, on va le passer en commission et au vote des élus. Elle a eu les validations des supérieurs hiérarchiques. Donc, si on a tout ça, voilà, jusqu'au plus haut niveau, en principe, il n'y a quand même pas trop de doute, mais on ne sait jamais effectivement ce que peut donner après le vote des élus en CP. Donc, je sais qu'il y a des porteurs de projets qui ne prennent pas ce risque-là et qui attendent vraiment le vote des élus pour débuter la prestation. Donc ça, il y a eu des réductions. C'est pour ça que voilà, vous avez dit que vous avez le budget, donc. Oui. Alors maintenant, effectivement, on tient compte de ces restrictions et de ces budgets-là. Donc, du moment où on va dire oui, c'est qu'on se sera renseigné pour voir que ça rentre bien dans l'enveloppe et que ça passera bien en commission. Avec les passes relance. Oui, là, vous parlez effectivement des passes. Eh ben, c'est ce que j'ai eu, moi. J'ai eu le même problème. Ben oui, mais c'est pour ça que… Voilà. On est deux à avoir le problème ici, donc… Donc, sur la partie recrutement, encore une fois, je vous enverrai la plaquette qui reprendra cette prestation-là. Un autre dispositif a quand même… Alors, juste sur la plaquette, il y aura en fait le lien pour le formulaire ou qui contacter, etc. Exactement. De toute façon, alors moi, je vous envoie la plaquette, c'est en format Word, mais je crois que vous avez les liens effectivement actifs vers le site de la région. Parce que finalement, sur le site Région Occitanie, en tapant ne serait-ce que offre RH, en fait, dans la barre de recherche, vous tombez sur tous les dispositifs d'accompagnement RH. D'accord. Avec même le dossier, avec le règlement du dispositif et le dossier de demande. Voilà. Avec l'adresse mail générique, vous verrez, qui s'appelle compétences RH, qui permet du coup d'envoyer les questions, même de déposer votre dossier et d'avoir une réponse assez rapide d'un chargé de mission qui est dans mon équipe, du coup, qui après prend en charge la demande. Côté recrutement aussi, voilà, autre dispositif que soutient la région, il faut le savoir, c'est un dispositif qui permet de former des candidats, je dis des candidats, des personnes qui ne sont pas encore en poste, mais que vous pourriez envisager de recruter. Il faut absolument que ce soit par contre accompagné d'un projet de recrutement pour lesquels vous auriez des besoins de formation adaptés du coup à vos métiers, sur une formation qui n'existerait pas. Donc, je m'explique du coup, si vous avez des salariés qui aujourd'hui ne sont pas vraiment, en tout cas des demandeurs d'emploi qui ne sont pas formés au poste que vous souhaiteriez recruter, il faut un minimum de 4 demandeurs d'emploi à recruter sur des CDD de plus de 6 mois ou des CDI. Si ces candidats-là ne sont pas formés, parce que vous n'avez pas de formation aujourd'hui qui existerait par rapport aux spécificités de vos métiers, la région peut accompagner du coup un projet de formation pour vous permettre de former la personne en adéquation avec les postes que vous proposez. Alors, je vous en parle, vous savez, des petites structures, il faut quand même avoir un minimum de 4. Alors, je crois que c'est 4 ou 5. Je me souviens, c'est 4 ou 5. Je crois que c'est 4. Au final, c'est 4. Voilà. C'est 4 candidats. Donc, du coup, du moment où… Voilà. Alors, ça peut être vous seul en tant qu'entreprise ou ça peut être aussi une autre entreprise qui aurait les mêmes besoins. Donc, si vous présentez à la région un projet de 4 recrutements avec un projet, du coup, de formation pour pouvoir les adapter à votre besoin plus précisément, la région, là, pour le coup, vient financer à 100% les frais pédagogiques qui seraient liés à cette formation. Ça me permet parfois, du coup, de ne pas aller rechercher le profil particulier, parfois là, sur lesquels on a toutes les exigences, mais au contraire, d'accompagner la formation de ces candidats. Donc là, la seule condition, c'est d'avoir les quatre personnes à recruter, et c'est aussi que la formation, encore une fois, elle n'existe pas. Elle n'existe pas aujourd'hui dans le droit commun, donc notamment dans le programme régional de formation de la région. Il faut que ce soit une formation un peu sur mesure qu'un organisme de formation peut proposer pour s'adapter à vos métiers. Oui, justement, c'est une question. C'est un organisme de formation qui doit proposer. Oui, un organisme de formation, parce que alors ça aussi, il faudrait vérifier avec nos collègues qui le gèrent. Je crois que la formation interne, alors à moins que l'entreprise se soit fait identifier comme organisme de formation, vous savez qu'il y a des entreprises qui ont leur propre formation interne ou autre.
Mais sinon, il faut vraiment que le projet soit présenté avec un organisme de formation. Voilà, donc ça, après, il faudra vérifier le critère par rapport à la formation interne, notamment la FEST ou autre, mais ça ne rentrerait pas dans ce cas-là. Il faut vraiment un organisme. Voilà, donc sur le recrutement, alors en plus de ce que je vous ai proposé par rapport aux partenaires du pacte, voilà, ça, ce sont 2 dispositifs régionaux à connaître, puisque là, c'est déjà existant. Là, on les réactive encore plus et c'est ce qu'on propose d'autant plus en ce moment là, pour les entreprises que nous rencontrons, parce que c'est plutôt sur ces problématiques-là que se posent les difficultés. Donc, voilà, sachez quand même que la région a un panel là, du coup de propositions. Donc, encore une fois, je vous envoie la plaquette. Et peut-être quand même vous parler de la partie formation, puisque c'est vrai que là, on parle du recrutement. Il faut savoir aussi que la région finance, alors par le biais des OPCO, parce que du coup, c'est les OPCO qui sont compétents en matière de formation des salariés. La région vient cofinancer via les OPCO les plans de développement de compétences des entreprises. Donc là, il faut vraiment se rapprocher de l'OPCO pour connaître votre éligibilité. Mais je vous en parle parce que quand même, potentiellement, ça peut être aussi une façon de faire monter en compétences du personnel en interne, donc en étant aussi aidé dans la formation en interne ou pour l'ascension et pour le développement des compétences des salariés. Et ça peut aussi parfois résoudre des difficultés de recrutement en faisant du coup monter directement les personnes en compétences en interne. Voilà, donc ça, c'est aussi un des outils que propose la région du coup en matière d'accompagnement au développement des compétences et plus indirectement au recrutement aussi, puisque ça peut lever certaines problématiques. Quel est le pourcentage ou le montant de prise en charge pour ce plan de recrutement? C'est 50% sur le plan de développement des compétences. Ouais. Si vous avez un projet de formation, voilà, c'est 50% du projet. Merci. Et ensuite, dernière, donc, toujours en matière RH, quand même, vous parlez du contrat RH. Alors, c'est un contrat qui va permettre là d'aider l'entreprise à s'organiser en matière de structuration des RH. Alors, souvent, c'est vrai que c'est vraiment pour les TPE-PME parce que souvent, on sait qu'il n'y a pas de structuration ou vraiment de service RH dédié. Donc, le contrat RH va permettre, du coup, comme le contrat recrutement, c'est une subvention qui est versée à l'entreprise pour cofinancer un cabinet RH qui va venir accompagner l'entreprise, notamment ça peut être dans l'identification justement d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça peut être aussi pour mener à bien, ou par exemple tout ce qui est entretien annuel, vous savez, d'évaluation, pour pouvoir ensuite du coup, faire accompagner les salariés dans leur développement de compétences. Ça serait mettre en place justement un plan de développement des compétences en interne. Donc, toutes les grosses problématiques RH qui nécessiterait du coup d'avoir des moyens derrière pour pouvoir être piloté au sein de l'entreprise. Le contrat RH permet du coup à l'entreprise de bénéficier d'une aide externe par un cabinet RH et du coup d'être cofinancé par la région à hauteur de 50%. Donc là, on s'éloigne un peu plus de la problématique initiale, mais je vous en parle aussi parce que du coup, ça peut quand même être une aide à la structuration plus générale en matière de ressources humaines. Voilà. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même quelque chose que l'on propose souvent aux entreprises, en sachant que la prestation qui est la plus sollicitée aujourd'hui des entreprises sur le territoire, c'est le PASS RH. Vous avez parlé du PASS Relance. Alors, ça commence pareil, mais c'est le PASS RH. C'est un pré-diagnostic de 3 demi-journées qui peut être sollicité par toute entreprise. Alors là, pour le coup, c'est un financement 100% région, puisqu'on a un marché public avec des entreprises référencées. Là, ça vous permet d'avoir une prestation vraiment de premier niveau, pouvoir avoir un état des lieux de la situation de votre entreprise en matière RH et pouvoir, si besoin, du coup, élaborer un plan d'action si on identifie qu'il y a une problématique en particulier. Et ça peut notamment être celle du recrutement. Lorsque l'entreprise a vraiment de grosses difficultés de recrutement, le PASS RH peut aussi permettre de faire un état des lieux et de voir ce sur quoi il faudrait peut-être mettre l'accent. Donc, ça peut être la marque employeur, ça peut être peut-être monter sur une problématique type RSE ou autre pour valoriser aussi le sens de l'entreprise. Voilà, le PASS RH peut aider en 3 demi-journées à élaborer un plan d'action qu'il faudra ensuite, du coup, forcément poursuivre, notamment avec un contrat RH si l'entreprise veut aller plus loin dans les primes. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Oui, je peux juste dire que j'ai lancé un PASS RH, donc j'ai eu une première demi-journée avec un cabinet. Alors, pour l'instant, c'est plutôt moi qui leur ai
donné tous les éléments. Donc, j'attends impatiemment la deuxième demi-journée. Alors, c'est vrai que les délais sont longs, hein, parce que je les ai rencontrés, je pense, il y a 15 jours, et ils m'ont proposé une date le 20 juillet. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas trop en phase avec nos besoins, mais voilà, j'attends beaucoup de voir ce qu'ils vont me proposer. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir cet accompagnement. J'aurais peut-être pas fait la démarche et pensé à sélectionner un cabinet, etc. pour ça. Et là, c'est exceptionnel d'avoir pouvoir bénéficier du pass, du coup. Merci pour ce retour. Je suis en plein dedans. Tant mieux, c'est voilà. bien de le dire. Je peux vous demander comment vous en avez eu connaissance, du coup? Vous disiez que vous ne connaissiez pas le contrat recrutement, mais là, vous avez... Mais c'est vraiment par hasard. Hein. Je ne sais plus comment, si c'est par... on se dit peut-être que la communication passe mieux sur le pass qu'elle ne passe sur d'autres dispositifs. C'est quand même bon à... Et oui, là, je l'ai vu passer. Alors, si, je pense que j'en ai eu connaissance parce qu'il y a des cabinets qui m'ont envoyé des mails qui ont fait sûrement de la prospection. Pour, alors, vous avez raison. C'est la différence en fait entre le pass RH où on a un marché public. Donc les cabinets, ils sont mandatés par la région. Là, c'est vous qui choisissez le cabinet. Voilà. Oui. Donc, du coup, ils ont été sélectionnés. Donc, c'est vrai qu'après, ils ont tout intérêt. Du coup, maintenant, voilà, ils ont cette prestation à effectuer. Donc, ils font aussi effectivement du démarchage des entreprises. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Alors que dans les autres dispositifs, comme c'est vous qui devez rechercher les entreprises, les cabinets, alors parfois, il y a des cabinets qui connaissent vos prestations, donc elles font cette démarche-là. Mais bon, c'est laissé à leur initiative. Du coup, comme elles ne sont pas conventionnées avec la région. Alors que dans le PASS, oui, on conventionne avec des cabinets qui ont tout intérêt effectivement à se faire connaître pour pouvoir faire leurs prestations. Oui, c'est plus... je comprends. Par contre, une question, je ne mets pas la caméra parce que j'ai une très mauvaise bande passante. Une question par rapport au pass. Nous, donc, on a fait un pass relance fin 2020. Donc là, on est en train de travailler avec notre OPCO sur la numérisation, enfin la digitalisation, je ne sais pas comment on dit, du coup, et ils nous disent qu'on peut avoir une aide au niveau du pass Occitanie. Mais si on a déjà eu un pass relance, on ne peut pas en avoir un deuxième. Est-ce que le pass RH, c'est pareil? Comment ça fonctionne là, pour tous ces dispositifs si on a déjà eu une aide? Oui, alors, on n'est pas concerné. Effectivement, j'ai entendu parler. Alors, c'était spécifiquement pour 2022, hein, étant donné les contraintes et les restrictions budgétaires. Effectivement, l'entreprise ne pouvait pas demander une aide du moment où elle avait bénéficié. En tout cas, elle ne pouvait pas demander un pass du moment où elle avait déjà bénéficié d'une autre aide régionale. Mais en l'occurrence, le pass RH, ça ne fait pas partie de ces dispositifs. Donc, nous, on ne va pas regarder si vous avez bénéficié d'une aide par ailleurs. Voilà. C'est vraiment si vous sollicitez un pass, effectivement, où on va regarder si vous avez bénéficié d'une aide par ailleurs éco. Je l'ai appris un peu. Alors, je ne sais pas si Moufida était au courant, mais voilà. On a appris ça, en fait, effectivement. Je ne le savais pas non plus. Mais c'est vrai qu'avec cette question-là et tes éléments de réponse, Audrey, je me faisais la réflexion qu'en effet, la question que vous posiez, Monsieur Bloch, de lisibilité des dispositifs se pose vraiment. Hein. Mais voilà, je vais en dire deux mots, mais je ne sais pas si Audrey, tu souhaitais rajouter des éléments déjà à tout ce que tu as indiqué. Non, pour moi, c'est bon, on part sur la partie ressources humaines. Après, effectivement, vous parliez des passes relance, mais c'est justement notre collègue Sylvain Pagès qui est référent sur ces dispositifs et qui n'est pas là aujourd'hui. Et je ne serai malheureusement pas le représenter du tout sur ce terrain-là. Peut-être qu'on peut, voilà, si vous aviez déjà peut-être une première salve de questions et ensuite on pourra évoquer d'autres sujets. Odile, je vois que vous vouliez intervenir. Pardon. Non, c'était juste pour compléter par rapport à ce pass relance parce que la demande a été faite quand même en 2020. Mais on l'a obtenu qu'en 2022. Donc là, du coup, on est bloqué si on a besoin de faire d'autres demandes. Voilà, donc c'était juste pour appuyer là-dessus. J'ai eu écho de ça, effectivement. Ouais, j'ai eu écho de ça. En tout cas, vous pourriez demander à bénéficier d'une aide RH, par contre. Voilà. C'est un peu indépendant. C'est indépendant par rapport, du coup, à la partie passe relance où on est plutôt sur des aides économiques. Donc, du coup, c'est indépendant de la partie RH. Donc, ça, et je comprends que vous puissiez être bloqué sur la demande d'une autre aide éco. Ok. Merci Audrey pour cette présentation qui était très précise et détaillée. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou des souhaits de précision sur ce qui vient d'être présenté par Audrey? Vous les avez posés un peu au fur et à mesure, mais voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Oui, très bien.
Donc, vous pouvez voir au travers de cette présentation que nous avons effectivement les actions du pacte pour l'embauche et puis en parallèle, mais valorisés au sein du pacte pour l'embauche, les différents dispositifs que vient de vous présenter Audrey. Donc évidemment, on se doute que cette présentation voilà, va nécessiter peut-être soit des échanges a posteriori, soit des éléments. Donc Audrey a proposé de vous adresser la brochure de ce dispositif-là, des dispositifs qu'elle vient de présenter. On pourra vous adresser également les actions du pacte pour l'embauche dans lesquelles vous pourrez aussi retrouver les éléments de contenu. Peut-être que ce qu'il faudrait préciser à ce stade, par rapport notamment à cette problématique d'aide, c'est qu'aujourd'hui, donc au sein de la collectivité, nous sommes en train de retravailler l'ensemble de nos dispositifs d'aide. Donc, ce que l'on vous a présenté est encore d'actualité, mais dans le cadre du schéma régional emploi-croissance, je ne sais pas si vous le savez, mais ce schéma se décline en plusieurs autres schémas, notamment un schéma régional de développement et d'économie, d'internationalisation, pour lequel vous avez certainement été sollicité puisque nous avons mené une large concertation. Et bien, dans ce cadre-là, nous révisons l'ensemble de nos dispositifs d'aide pour effectivement intégrer les enjeux d'aujourd'hui, pour prendre en compte les résultats de la concertation, mais aussi pour améliorer la lisibilité et l'accès de nos aides. Donc, on sera amené d'ici à la fin de l'année, certainement plutôt en fin d'année d'ailleurs, à avoir voté les prochains dispositifs, ou du moins les avoir préparés, si ce n'est encore voté. Et donc, en fin d'année ou en début d'année prochaine, nous serons certainement en mesure de vous présenter le nouveau paysage des aides qui seront, en tout cas on le souhaite et c'est l'objectif, beaucoup plus lisibles, beaucoup plus accessibles pour vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté est d'actualité. Vous pouvez solliciter ces dispositifs et puis en fin d'année, peut-être Michael, on pourra reprendre contact pour organiser une rencontre dans cette configuration-là pour vous présenter la nouvelle mouture des aides. Ça, c'était important de vous le préciser parce que je me doute qu'effectivement, la diversité des aides ne permet pas forcément une lisibilité, un accès facile pour les entreprises. Et enfin, je voulais évoquer la question des aides à la levée des freins. Vous avez évoqué, lorsqu'on a fait le tour de table, des problématiques liées à la mobilité, différents sujets de ce type-là, qui sont pour nous des préoccupations importantes. Vous l'avez compris dans la présentation initiale, qu'on cherche à lever 3 types de freins, notamment les freins externes à l'entreprise. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons notamment agir sur les problématiques de mobilité. Donc, je voulais peut-être m'arrêter quelques minutes sur ce sujet-là et ensuite, si vous avez des questions, les évoquer. Alors, sur la question de la mobilité, donc la région et Pôle emploi, avec le soutien du plan d'investissement dans les compétences, qui est financé par l'État, avaient décidé de mettre en place un dispositif d'aide à la mobilité des demandeurs repreneurs d'emploi, partant du constat que sur notre territoire Occitanie, il existe une offre de mobilité avec les TER, avec les bus, le transport à la demande, mais cette aide-là n'est pas forcément toujours lisible, accessible, et parfois même elle ne répond pas en première instance aux besoins des demandeurs d'emploi les plus éloignés. Et donc, la région a souhaité créer un dispositif d'aide à la mobilité. Elle s'est associée à Pôle emploi. Et donc, nous avons mis en place une aide à la mobilité qui est, pour le coup, vraiment unique sur le territoire national, parce que c'est une aide à la mobilité qui va permettre de répondre à tous les niveaux de freins liés à la mobilité. C'est-à-dire que cette offre, elle permet tout d'abord de faire un diagnostic mobilité auprès de la personne qui est demandeur d'emploi ou qui est éloignée de l'emploi, c'est-à-dire comment elle se déplace sur son territoire, quelles sont ses problématiques, comment sa mobilité mentale se fait. Ensuite, il va y avoir un deuxième niveau d'accompagnement qui est le coaching, qui va permettre donc aux prestataires que nous avons choisis d'accompagner le demandeur d'emploi très concrètement à la fois à se déplacer, donc par exemple ne serait-ce que de lire un plan TER, vous savez, comme moi, que ce n'est pas forcément évident de lire un plan TER, repérer les jours, les dates, les jours où ça circule, où ça ne circule pas, voilà. Donc, de donner accès à cet outil-là, de comprendre comment se lit un plan de circulation, mais aussi de mobiliser des aides, mobilité déjà existantes. Par exemple, des aides qui sont proposées par certains départements, des aides qui sont proposées par la mission locale jeune lorsqu'il s'agit d'un jeune, etc.
Et enfin, on va aller jusqu'à un 3e niveau d'intervention qui, là, va permettre vraiment d'apporter une solution concrète à cette problématique de mobilité et où là, on va mettre à disposition de la personne qui est en reprise d'emploi un véhicule, que ce soit un véhicule, une voiture, ou bien une moto, ou bien un vélo, afin de vraiment régler sa problématique. Donc, ce dispositif-là existait en fait auparavant, et donc le Pacte pour l'embauche a souhaité élargir et renforcer cet outil-là d'aide à la mobilité pour vraiment aider aussi les salariés qui peuvent rencontrer une problématique de mobilité au cours de leur reprise d'emploi ou bien au cours de leur vie de salarié en leur mettant à disposition un véhicule très rapidement. Et donc, nous sommes en train de préparer là une action d'aide à la mobilité pour les salariés en reprise d'emploi avec un partenaire qui s'appelle WeMove, que vous connaissez peut-être, et avec lequel on est en train de construire une expérimentation pour trouver des solutions encore plus agiles pour répondre à ces problématiques-là. Donc, l'outil d'aide à la mobilité, il était important de l'évoquer parce que dans les échanges de début, on a pu voir aussi que certains freins de cette nature-là pouvaient limiter l'accès à l'emploi, à vos emplois, des demandeurs d'emploi ou des salariés. Et donc, ça, c'est un des outils du pacte qui est important. On a également, à côté de cette aide mobilité, l'aide à la garde d'enfants, qui est un outil également qui va nous permettre d'agir sur 3 niveaux d'aide à la garde d'enfants. Tout d'abord, on va essayer de régler un problème à la source, c'est-à-dire améliorer la formation des personnels qui agissent auprès des enfants, donc puéricultrices, puériculteurs, etc. Donc, on a augmenté massivement nos formations pour ces publics-là. Ensuite, on va venir agir pour aider les territoires qui souhaitent créer des crèches ou des structures d'accueil avec des horaires atypiques pour permettre à des parents ou à des familles monoparentales de trouver une solution rapide à leur problématique de garde d'enfants. Et enfin, on va venir apporter une aide financière également aux personnes qui, à un moment donné, souhaitent par exemple accéder à la formation, mais qui ont une problématique de garde d'enfants couplée à une problématique financière. Et donc là, on a effectivement un dispositif qui agit sur le fond et puis vraiment sur la forme avec une aide matérielle proposée aux personnes qui souhaitent accéder à l'emploi ou à la formation. Donc là, c'est une aide vraiment matérielle, financière qui est attribuée. Également, en termes qui pourrait aussi vous intéresser, sur la problématique de levée des freins, on s'aperçoit quand on fait un peu l'état des lieux que les métiers de demain sont souvent des métiers aussi qui ont besoin d'être attractifs, notamment pour les jeunes. Ce sont des métiers qui souffrent parfois d'un déficit d'image. Et donc, on a voulu, avec notamment les partenaires avec lesquels on travaille et la volonté politique, mettre en place ce qu'on appelle le revenu écologique jeune. Je ne sais pas si c'est un dispositif dont vous avez entendu parler, peut-être si vous avez participé à des réunions de lancement. Alors, le revenu écologique jeune, c'est un dispositif, j'allais dire, assez puissant, qui part effectivement du principe que certains métiers ont de l'avenir, mais ne sont pas forcément attractifs. De l'autre, on a une jeunesse qui a envie de s'impliquer, qui fait ses choix de plus en plus en lien avec des enjeux de développement durable, qui souhaitent s'investir dans des filières de développement et de transformation. Et donc, on a voulu croiser ces deux sujets-là en incitant les jeunes à aller vers ces filières, en leur attribuant notamment un revenu de formation ou une aide à la création reprise d'entreprise plus élevée que celle qui existe aujourd'hui. Donc, concrètement, nous avons créé un revenu écologique jeune qui va nous permettre de financer des jeunes jusqu'à 30 ans qui souhaitent s'inscrire dans une formation dite verte, qui va déboucher vers un emploi, ou bien des jeunes qui souhaitent reprendre une entreprise, et cela dans 2 secteurs d'activité, le secteur du BTP et le secteur de l'agriculture. Et donc, on va leur attribuer un revenu, c'est une aide en réalité, qui peut aller jusqu'à 1 000 €. Et donc, on entend par cette aide-là inciter les jeunes à aller vers des métiers de demain. Ce dispositif-là, maintenant, on a un petit peu de recul. Il a été voté en mars et il a fait l'objet d'une étude. On a concerté un certain nombre de partenaires pour le mettre en place. On s'aperçoit qu'il a besoin d'être élargi à d'autres secteurs d'activité.
Et donc, notre directeur général des services nous a demandé d'ores et déjà d'étudier comment ce revenu écologique jeune pouvait s'élargir à d'autres secteurs. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on souhaitait vous présenter parce qu'il est assez important. C'est une des actions phares de ce pacte pour l'embauche et qui nous semble être un élément de réponse aussi aux problématiques de recrutement au sein de vos structures. Alors évidemment, dans ce pacte pour l'embauche, vous l'avez compris, on a énormément d'actions puisque là, on vous a présenté les principales, les actions, on va dire, phares. Mais c'est un pacte qui comprend plus de 40 actions et avec la promotion de cet outil-là, on a de plus en plus de partenaires qui souhaitent s'impliquer et donc bien sûr le volume d'actions augmente et donc on a besoin aussi maintenant que les entreprises telles que vous, les partenaires tels que vous puissent aussi s'engager dans ce pacte pour l'embauche et peut-être que si Michael vous le permettez, ce qui pourrait nous intéresser aussi c'est comment vous entendez apporter votre pierre à cet édifice, puisque vous l'avez également, j'imagine, entendu également régulièrement indiqué par notre vice-président. Il y a une volonté que ce soit pas uniquement la région qui apporte des solutions, mais que vraiment les partenaires s'allient pour trouver des solutions. Donc, dans le support, on a un grand nombre de partenaires qui sont déjà embarqués dans la démarche. Évidemment, les partenaires institutionnels tels que l'État qui financent ou cofinancent un certain nombre d'actions dont je vous ai parlé, soit le revenu écologique jeune, que ce soit la garde d'enfants ou la mobilité, pour ne parler que des actions emblématiques. Mais on a aussi évidemment les départements qui sont associés, un certain nombre d'acteurs institutionnels, des acteurs économiques, des syndicats et des représentants des patrons et puis des salariés. Donc, voilà, peut-être que dans les 20 dernières minutes qui nous restent, on serait intéressé aussi de voir quelle est votre pierre à l'édifice maintenant que nous avons présenté ces éléments. En tout cas, si vous le souhaitez, ou alors on pourra, si vous le souhaitez également, différer ce temps d'échange-là sur comment vous souhaitez vous inscrire dans ce pacte. Michael, je vous donc passe la main. Alors je ne sais pas si c'est une question pour Leader ou pour les entreprises directement, mais en tout cas, pour ce qui est de Leader, on l'a déjà dit, on sera partenaire du pacte, bien sûr, et on est en train de… Alors je ne sais pas si les entreprises qui sont là ont répondu, mais on a mené une enquête là auprès de nos chefs d'entreprise pour savoir quels étaient les besoins en emploi, effectivement. Donc, on a eu les premiers retours. Je crois ça doit représenter 100 ou 150 recrutements là déjà. Donc, on est en train de récupérer les offres d'emploi concrètement là pour mettre en place… pour après les renvoyer au service d'Ivani, notamment pour trouver des candidats aux emplois que cherchent nos membres, du coup pour organiser des journées de rencontres. Et après, on va se positionner, alors ça vous concerne moins directement pour le service d'Audrey Mofida, mais aussi sur les infos métiers, où avec un de nos membres, du coup Kevin connaît très bien, qui est Romain Durand, une entreprise membre de Leader Toulouse, on va partir pour essayer de créer des escape games, on va dire ça comme ça, métiers. Pour le coup, il est tout à fait OK pour nous accompagner là-dessus, qui vont coïncider avec les besoins de recrutement de nos membres, parce que c'est un peu aussi l'idée, du coup, et pour le mettre à disposition de jeunes, pour parler un peu des métiers qu'ils ne connaissent pas à partir de l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est les deux grosses actions en cours sur lesquelles on veut se positionner. Leader, en tout cas. Et après, vis-à-vis des entreprises, je vais laisser les entreprises répondre s'il y en a qui veulent répondre. Je pense que leur réponse, ça va être qu'ils recrutent des gens. Mais s'ils veulent aller au-delà de ça, ce qui est déjà beaucoup, mais s'ils veulent aller au-delà de ça, je ne sais pas si quelqu'un, Alexandre, Vin, Jean-François, Odile, Anne ou Gaël, vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Nous, de notre côté, c'était très, très intéressant. Alors moi, j'ai noté quelques passes dont j'avais pas conscience et donc je serais très content de recevoir cette plaquette. Ce qui est intéressant, c'est que ça existait depuis un petit moment. Bon, après, je crois qu'il y a la règle des 3 passes, donc il faudra qu'on vérifie si on n'est pas à moins ou plus de 3 passes sur 2 ans ou je ne sais pas trop quoi. Donc ça, ce sera à vérifier. C'est dommage parce qu'on a déjà passé quelques dépenses de ce côté-là et
Donc, on a recruté un profil. Donc, moi, j'avais une question plus spécifique sur les seniors parce qu'on était en train de recruter une senior et voir s'il y avait quelque chose. Bon, alors après, souvent, on me dit, il faut aller voir Pôle emploi, il faut aller voir un tel, donc je ne sais pas trop. On a essayé de relocaliser, enfin, on a essayé de faire venir quelqu'un de loin. Et en fait, comme on a moins de 10 salariés, Action Logement ne nous a pas proposé grand-chose. À chaque fois, il faut que vous ayez plus de 10 salariés. Bon, bah, on n'y est pas encore, on essaye, mais bon, petit à petit, quoi. Mais sinon, c'était très intéressant. Je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie petit à petit. Bon, ce qui est bien, c'est vraiment, moi, j'ai testé le numéro qui fait tout, et le numéro qui fait tout, il est très pratique. Alors, merci, je suis ravie de l'entendre. Parce que, mais voilà, non, mais vrai retour. Bon, j'ai essayé par différents canaux d'accéder à l'aide et c'était très compliqué. Par contre, le numéro de téléphone, directement quelqu'un. On m'a donné Action Logement, directement quelqu'un au téléphone. Paf, paf. Franchement, en une demi-heure, j'avais la bonne personne au bout du fil. Donc, vraiment, le système, il fonctionne. Cependant, le problème, c'est que, vraiment, la promesse, elle est vaste. Hein. C'est genre, vous avez un problème d'embauche, venez nous voir. Et on ne peut pas imaginer ce qu'il y a. En fait, c'est pas un dispositif spécifique, c'est le fait de se faire aiguiller sur les différents domaines. Et en plus, comme il y a plusieurs organismes qui, des fois, on sait que vos réponses ne seront pas forcément seront complémentaires de Pôle emploi qu'il faut appeler. Bon, voilà, il y a tout un truc, il y a une vraie démarche, il y a une utilité qui est fondamentale. Et là, au niveau de ce travail-là, on sera ravis de vous accompagner puisque nous, on voit, moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait de réussir à communiquer sur ce qui a été fait parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Et puis, voilà, quoi. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Je vois qu'Odile veut intervenir, mais juste avant, Michael, vous voyez la partie où il dit que le numéro vert est super. On regarde que ça de l'enregistrement. Hein. Oui, justement, je voulais rebondir par rapport à ce numéro vert parce que moi, je ne l'ai pas, le numéro vert. Et donc, je fonctionne avec normalement le référent qui est sur le hub Entreprendre par Ad-Hoc. Et j'ai énormément de mal à avoir des retours. Donc, j'aimerais bien avoir le numéro vert. Quoi. La plaquette que je m'apprête à vous envoyer comprend, je vais le vérifier là, il y a le numéro vert qui est indiqué. Vous l'aurez de toute façon, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un numéro vert. Oui, on a créé un numéro, en fait, si vous voulez. Alors, Audrey et moi, on est issus d'une direction qui s'appelait la direction de l'emploi et de la formation. On s'est aperçu il y a quelques années déjà que pour informer sur la formation, il y avait vraiment besoin d'avoir un lieu de recueil d'informations pour les demandeurs d'emploi. Donc, on avait créé un numéro vert contact qu'on a gardé et qui aujourd'hui, en fait, est une équipe qui est située à Tarbes et qui fait partie donc des services qui sont dans mon périmètre et qui répond au téléphone et en particulier au pacte Pôle embauche. Donc, c'est une équipe qui dispose de tout le pacte et d'une capacité à être très opérationnelle en fait. Et donc, voilà, c'est toujours bien d'avoir des retours comme cela parce que, voilà, toujours pareil, on est dans une grande région et il faut qu'on s'assure que ce que l'on met en place sur un plan régional, ce soit vraiment accessible après sur un plan local. Donc, ce numéro est accessible. C'est un 0800 070, je crois 070, mais il figurera dans la plaquette que va vous envoyer Audrey. Et en principe, si tout va bien, vous êtes satisfait, voilà, comme Vin vient de nous l'indiquer, lorsque vous avez une personne au bout du fil. Je l'ai mis dans le chat. Normalement, sur toutes les communications sur le pacte dans l'embauche, il y a toujours le numéro vert en dessous. Exactement. Et c'est vrai que bon, je suis passé par des canaux plus officiels de la région. J'attends le retour. Celui-là, c'était rapide. Donc, voilà. Super. Audrey, on ne manquera pas de le dire à Hugo, qui est le responsable de service de cette équipe. Et sachez également qu'on est en train de créer une adresse mail générique. Donc, le jour où vous aurez avancé sur vos projets, vous pourrez nous les adresser. Et derrière cette adresse mail générique, ce sont les équipes d'Audrey Ostruy qui répondent et qui travaillent sur les projets. Je peux vous poser une question là, parce que j'ai là, dans ce que je vous ai dit, on avait nous des recrutements possibles, mais de gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas venir automatiquement s'installer dans la région. Mais par contre, et qui viennent de temps en temps, par contre, qui viendront de temps en temps, parce que ça, c'est obligatoire. Hein. J'ai vu qu'il y a une offre, grâce à ce que je viens de voir, de solutions d'hébergement
salariés saisonniers, mais là, c'est des vrais faux saisonniers, quoi. C'est des saisonniers sur l'année, mais c'est des saisonniers sur place, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour ce genre de salariés? C'est-à-dire des salariés embauchés par les entreprises d'Occitanie, mais qui ne vivront pas en Occitanie. Alors, que je comprenne bien, peut-être que quelque chose m'a échappé parce qu'on m'a interrompu quelques secondes. Ce que Voilà. vous nous demandez, c'est est-ce qu'il existe une solution d'hébergement, c'est ça? Alors, parce que ça, par exemple, c'est une vraie question qu'on peut se poser, nous. Comment héberger des gens, parce qu'il y a le télétravail et autres, ils sont à Paris ou à Londres ou à New York, enfin, ou n'importe où vous voulez, hein, et qui viennent de temps en temps au siège social, enfin, dans la société. Et puis voilà, et puis qui repartent, quoi. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être prises en considération ou non? Alors, disons que Bonne question. bon, là, on va vous répondre en construisant une réponse, mais peut-être qu'après, à y réfléchir, on ira plus loin. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord la problématique de comment, en fait, vous permettez d'accueillir, si je comprends bien, hein, bien sûr, vous me corrigerez, des personnes qui travaillent sur place, mais qui ont leur entreprise à l'extérieur, dans un autre pays. Et puis, il y a également l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui, pour le coup, ont besoin de rejoindre un siège qui est ici, en Occitanie, c'est ça? Mais, voilà, nous, on a des candidats, par exemple, qui sont oui. vraiment possiblement intéressants, Mhm. mais qui sont ailleurs, qui ne sont pas en Occitanie. Oui, et vous avez besoin de leur proposer un lieu de travail, c'est ça? Pour des raisons familiales ou autres. Enfin, et puis maintenant, avec le télétravail, les gens disent, oui, ben, moi, je peux rester, je suis installé en Bretagne, ou je suis installé ailleurs, voilà, je peux rester, mais j'aimerais bien travailler chez vous. Donc, c'est quelque chose qui arrive, comme la personne qui a dit tout à l'heure, il y a des embauches d'Occitanie aux États-Unis, des Américains qui embauchent. Bon, ben là, c'est l'inverse, quoi. On veut faire venir des gens, mais ils disent, voilà, je suis prêt à travailler chez vous, mais je veux rester chez moi. Oui. De ma maison, enfin bon. Et là-dessus, nous, on a, alors il y a l'offre hôtelière pour des sociétés comme les autres, on peut prendre des hôtels, mais il y a peut-être des réflexions, surtout si c'est des jeunes au départ, ne serait-ce que pour ensuite les attirer, d'avoir des logements dits saisonniers. Alors, ce n'est pas le bon terme, parce que ce n'est pas la même notion, quoi. D'avoir des logements dessus. Et alors, je rajouterais quelque chose, parce que alors c'est peut-être pas tout à fait l'objet, quoique, on a eu des fois des étudiants étrangers ou des étudiants qui n'étaient pas dans la région, quand on veut prendre des stagiaires ou des gens, eh bien, on ne sait pas où les loger. Et ça, c'est une vraie question, en tout cas sur Nîmes, hein. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. Nous, on a eu des étudiants mais d'excellent niveau, hein, je vous donne l'école de commerce qui s'appelle Wharton, qui est quand même pas la plus petite école de commerce au monde, hein, qui est la première aux États-Unis, qui sont venus ici pour faire un stage. Et ben, c'était compliqué de leur trouver un logement. Et ça, je pense que pour l'attractivité et par contre, ils étaient ravis de venir en Occitanie, hein. Je veux dire, c'était génial. Pour eux, c'était formidable. Ça leur a fait des vacances. Voilà, c'était très bien. Mais c'est une vraie question de logement d'étudiants aussi. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai compris. Alors, Audrey me complétera, puisqu'on a peut-être des sujets avec Action Logement. Aujourd'hui, on a porté notre attention sur la problématique de logement des saisonniers. Donc là, vous parlez finalement d'accueil saisonnier, mais plus ponctuel, pas lié à la saison touristique, hein, si j'ai bien compris, mais un accueil, on va dire, ponctuel de personnes qui vivent sur un autre territoire que celui d'Occitanie et qui ont besoin de venir en Occitanie à un moment donné pour rejoindre leur entreprise. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, mais je ne connais pas bien toutes les actions du pacte. Donc, peut-être qu'Audrey, elle me complétera. Moi, je vais parler de l'action des saisonniers. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler en fait, pour accueillir les salariés saisonniers, les travailleurs saisonniers au sein des lycées, des internats des lycées de la région, puisque vous savez que pardon, la région est propriétaire des bâtiments, des lycées, et donc nous avons des internats au sein de ces établissements. Les internats de la côte reçoivent déjà beaucoup de ces travailleurs saisonniers, hein, mais ce sont plutôt à l'heure actuelle
des pompiers, des gendarmes, etc., qui rejoignent notre région pour renforcer l'activité qui est sur les côtes. Et donc, on cherche aujourd'hui à ouvrir nos internats pour accueillir des saisonniers. Donc là, on est vraiment sur la période saisonnière en tant que telle, hôtellerie, tourisme, restauration. Et vous, j'entends que votre problématique, elle est plutôt ponctuelle tout au long de l'année. Oui, sauf que ce que vous dites là-dessus, il y a quand même quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est ponctuellement, c'est des stages pendant que les étudiants sont en vacances. Oui. Pas pour aller dans un restaurant, mais pour aller dans une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui, vous voyez, ça peut vraiment être très, très intéressant. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut développer en travaillant avec un partenaire qui est Action Logement. Est-ce que, Audrey, tu souhaites intervenir sur ce sujet-là ou tu n'as pas de complément à ce stade? Alors, aujourd'hui, sur les saisonniers, en fait, sur l'hébergement, c'est surtout en rapport avec les saisonniers parce qu'on a intégré un nouveau partenaire qui n'était pas référencé dans les 40 premiers partenaires, mais ça fait partie des partenaires qu'on intègre au pacte au fur et à mesure. C'est Allogeg. Et Allogeg propose aussi des solutions d'hébergement, mais à chaque fois, c'est plutôt sur des publics saisonniers ou alors des publics demandeurs d'emploi, mais pour accéder à un logement durable, du coup, pour des personnes qui sont en difficulté pour en trouver un. Mais de l'offre ponctuelle d'hébergement, aujourd'hui, on n'a pas ça en catalogue, si je puis dire. Mais ça pourrait être intéressant, alors non pas pour les salariés de la société, puisque ça, c'est peut-être plus compliqué, mais par contre, là, je vous donne, voilà, vous cherchiez des idées, je vous en donne une, pour faire venir des étudiants pendant les congés scolaires, universitaires. Et ça, c'est, enfin, pour les PME comme les nôtres, c'est vraiment, ça pourrait être une aide vraiment intéressante. Ce qui pourrait être intéressant, effectivement, c'est que c'est un petit peu aussi ce que nous, on peut attendre au niveau de la région, c'est que les partenaires qui identifient des problématiques comme celle-ci, soient à l'initiative avec notre appui d'un projet, d'une action qui pourrait figurer au sein du pacte. Donc, j'ai envie de, quelque part, sans jouer au ping-pong, vous renvoyer la balle en vous disant, proposez-nous une action qu'on pourrait accompagner dans ce cadre-là, pourquoi pas en s'alliant à d'autres partenaires, je pense à Action Logement, puisque c'est un des partenaires du pacte, pour créer une action qui pourrait répondre à cela. Et c'est là l'intérêt du partenariat public-privé, c'est que vous initiez une action, on vient en complément, on mobilise notre tissu, et on essaie de trouver une solution concrète et opérationnelle à ce projet-là. Donc voilà, la porte est ouverte et on serait ravis de pouvoir accueillir ce type d'action puisque pour le coup, ça s'inscrit bien, en effet, dans la levée des freins externes à l'entreprise. Pour l'heure, c'est vrai qu'on s'est concentré sur les saisonniers, mais pourquoi pas aller plus loin. C'est une définition de saisonnier, c'est tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, aujourd'hui, dans la volonté politique, justement, c'était de dire, bon, nous, on va déjà faire la part de ce qu'on peut faire. Donc, on a regardé ce dont on disposait comme moyens, comme outils, et aujourd'hui, ce sont les internats. Les internats sont disponibles l'été. Donc, effectivement, dans votre besoin, j'allais dire plus annuel, même si c'est ponctuel, la région ne pourra pas mettre à disposition ces internats. J'ai compris, mais par contre, pour les étudiants, c'est vraiment une possibilité, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut absolument étudier, oui. Non, ça peut être vraiment intéressant. Là, voilà, Michael, je te propose de mettre à leur jour parce que c'est vraiment, enfin, je pense que ça peut intéresser beaucoup de sociétés, y compris pour, j'allais presque dire pour embaucher, pour tester les étudiants avant. Tout à fait. Enfin, là, on a des demandes d'étudiants en fin de cycle universitaire, mais qui peuvent encore être stagiaires. Voilà, ça peut être pas mal, quoi. Ce qui est intéressant avec cette idée, en plus, c'est que on pourrait du coup mobiliser des internats qui ne sont pas forcément sur la côte, parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que les internats qui sont sur la côte sont mobilisés à l'heure actuelle par les professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les internats hors, je veux dire, proximité de la côte sont peut-être plus facilement mobilisables. Et là, on pourrait répondre effectivement à un besoin que vous exprimez là, je pense. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? En tout cas, on voit que ce pacte suscite de l'intérêt, et tant mieux, c'est bien le but. On voit qu'il y a encore des possibilités, il y a encore des marges de progrès, des champs à explorer. Donc, nous, on est bien entendu à votre disposition, Michael, d'une part pour se retrouver
dans le cadre de la proposition, les 2 actions que vous êtes en train de travailler, mais aussi par ailleurs, hein, s'il faut revenir faire un tour d'horizon des actions du pacte, puisque comme il progresse, on peut aussi venir vous représenter son évolution ou peut-être présenter certaines actions un petit peu ciblées. On peut aussi vous donner rendez-vous en fin d'année, début d'année prochaine pour vous présenter le nouveau paysage des dispositifs. Là, vous avez une date précise ou pas du tout encore? Le vote aura lieu en fin d'année du schéma régional. Donc non, je ne suis pas en mesure de vous donner une date précise, mais plutôt une période, fin d'année, début d'année prochaine. Je pense qu'on sera en mesure. Hein, Audrey, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, exactement. On nous a annoncé le vote des schémas fin décembre, mais avec une effectivité début 2023. Donc ça devrait, voilà, ça devrait arriver dès le début d'année prochaine. Mais du coup, ça veut dire que toutes les aides, elles perdurent jusqu'à fin d'année de façon sûre et certaine? Oui, les aides perdurent de façon sûre et certaine. Il y en a certaines dont tu as parlé, Audrey, qui vont perdurer encore un peu parce qu'elles ont fait l'objet de marchés publics, donc elles continueront. Mais en tout cas, voilà, le nouveau paysage des dispositifs sera accessible début 2023. Donc, je pense que de toute façon, on pourrait se retrouver dans cette configuration-là début 2023 pour vous présenter les nouveaux dispositifs. Alors, dans cette configuration-là, avec mon successeur, puisque moi, je m'absente pendant quelques mois, mais voilà, Nicolas Ban, qui prend ma relève, voilà, sera tout à fait, en plus, pour le coup, ça tombera bien, puisque c'est lui qui pilote le schéma. Donc, il sera à ma place avec Audrey et puis mes équipes pour vous présenter le dispositif, quoi, les nouveaux dispositifs. Ok, parfait. Voilà. Alors, j'ai l'impression que, Michael, on arrive au terme de notre échange, sauf s'il y a encore une ou deux questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde, pardon. Sinon, je vous proposerai peut-être qu'on… Non, je pense que, à mon avis, je pense qu'on peut clôturer parce que les questions ont déjà bien été posées. Moi, je vous remercie vraiment pour ce transfert et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'entreprises parce que c'est quand même intéressant. Je pense que c'est bien. Merci, Michael, aussi d'organiser ce genre de réunion et il faudra en refaire une, en effet, d'ici la fin de l'année pour faire partager ça parce qu'on a parfois souvent le nez dans le guidon, on n'a pas connaissance de ces dispositifs et là, les réseaux, c'est hyper important justement et ça aide vraiment les entreprises. On espère que le replay fonctionnera bien pour ceux qui n'ont pas pu se libérer et je pense qu'on refera effectivement, à mon avis, après la rentrée là, au mois d'octobre, ça serait intéressant de refaire une deuxième passe parce que les entreprises vont travailler leur projet 2023 ou bref, l'année aura bien passé, donc ça pourrait être intéressant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Moufida. Merci à vous de votre écoute. Merci aussi de votre intérêt pour ce dispositif. Et puis, voilà, évidemment, on est à votre disposition. Michael, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de continuer à échanger avec vous et à vous présenter voilà, le panel d'actions qu'on propose. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça vous va, Michael, je vous envoie à vous la plaquette. Comme ça, vous relayez aux entreprises présentes, à celles intéressées. Hein, je ne vais pas envoyer individuellement. Ça vous va? Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.